Sincèrement, plus ça va, plus je regrette qu'Owenheim ne soit pas le héros central en fin de compte. Parce que sa partie était clairement la plus intéressante du lot, tandis que le reste était bien sans plus. Deux, trois petites grossièretés ci et là, rien de très grave, mais ouais, c'est un épisode réussi, une fois de plus. On commence donc une bonne introduction sur Hal, qui a été démonté pour être transporté parce qu'il est tombé dans les pommes dans l'épisode précédent, et il se retrouve donc à se réveiller en pièces détachées devant tout le monde, alors qu'il réfléchisse un petit peu aux écrits du frère de Scar, qui alors évoque sans arrêt l'or. C'est un mot qui revient tout le temps, mais qui semble pas indiquer quelque chose de très précis, et ça semble pas, tout de suite, tout du moins, indiquer une sorte de code secret. Alors qu'en fait, si, il y a un code secret. Mais il le voit pas, tout simplement parce que c'est un peu gros. Et il y a donc, alors qu'ils se sont un peu posés dans une petite maison perdue, il y a Hal qui commence à être réassemblé, parce que, je sais pas, il y a aucun alchimiste parmi eux qui est capable d'utiliser ça. Je savais pas, je croyais que le docteur Marco l'était un petit peu, mais apparemment non. Bref, il commence un tout petit peu à le rassembler, c'est là que May a une idée. Assemblage, assemblage. Ah, peut-être qu'on peut faire pareil avec les pages. Et elle les fait tomber au sol et se dit, écoutez, il y a moyen de les assembler, de les superposer par rapport au mot or qui est dit. Et j'aime beaucoup la façon super simple et stupidement intellectuelle qu'on a d'appuyer le truc comme si c'était super évident et simple à faire, quoi. T'as 50 000 pages, enfin t'as quoi, facilement une cinquantaine, soixantaine de pages qui indiquent le mot or de façon pas super claire, et vous arrivez à bien superposer tous les moments où il y a le mot or précis à l'endroit précis des pages à chaque fois pour faire un truc qui a du sens visuellement. Alors je trouve ça déjà d'une part super dingue d'arriver à faire ça. D'une part, surtout rapidement comme ça, on montre le truc, en 30 secondes c'est fait. Je trouve ça aussi super dingue au niveau de la considération du frère de Scar, qui a dû passer des centaines d'heures à aligner le truc, parce que punaise, a essayé de faire un dessin qui, si on relie certains points, donne une certaine indication. Je trouve ça super dingue d'avoir pris tout ce temps pour faire ça et d'avoir réussi à pondre un bouquin, un carnet de notes qui a du sens dans ce qu'il raconte à un certain degré à partir de ce principe-là. Je trouve ça ultra dingue. Et le truc avec ça, c'est que avec ce truc, mais stupidement surintellectuel qu'on a mis en place, le fait que tout le monde y arrive super rapidement, ça indique quoi? Ben, des cercles de transmutation en fait. Je veux dire, et en plus, en deux fois, la première fois, ça indique un gros cercle de transmutation à l'échelle de celui qu'on doit affronter tout de suite, là, dans tout le pays. Ce qui est déjà un petit peu bizarre, puisque c'était pas non plus super clair pour lui à l'époque. Il était au courant de ça, le frère de Scar. Avec ses observations et les informations qu'il a glanées, il savait que le gouvernement dirigé par les homonculus voulait faire un sort de cet acabit-là, ou que ce sort était disponible, il sait pas exactement comment. C'est déjà sur ça dingue, ce serait cool d'expliquer un petit peu d'où il tenait ça. Et surtout, ouais, le truc avec ça, c'est que c'est pas tout. C'est que, alors, je sais pas comment ils ont réussi à pondre ça, mais ils ont aligné toutes les feuilles dans le même sens, c'est-à-dire même sens de lecture des feuilles, et à aucun moment donné, lorsque Mel les a fait tomber par terre, il y en a une qui s'est retournée, non, tout était dans le même sens. Et il y a Hal qui se dit, si on retournait la situation, en retournant les feuilles, et ben en retournant les feuilles, ça fait une autre superposition qui donne affaire à un autre cercle de transmutation, mais qui utilise ce coup-ci des symboles de lexirologie. Et donc c'est quoi le truc? C'est censé être le le contresort. Vous mettez en place, à partir de ce même grand cercle de transmutation, semble-t-il, des éléments d'élixirologie, et ça contrecarre, ça contrebalance, ou j'ai zappé un truc? Parce que c'est la seule chose logique que ça semble indiquer, ce truc-là, pour que ça parte vers quelque chose, hein, cette découverte-là. Et ouais, waouh, il a réussi à trouver tout ça tout seul, il s'est cassé le cul.
il s'est cassé le cul à mettre en place ce puzzle ultra complexe qui a dû demander des putains de centaines d'heures de préparation pour, pour une, pour quelque chose de ce genre-là. Waouh, c'est exagérément intellectuel ce truc-là, hein, je vous cache pas, ça va un petit peu trop loin, c'est un petit peu trop poussé. En ce qui me concerne, donc, ceci étant, il y a donc ça qui se met en place, cette découverte de la part de nos protagonistes. On va mettre aussi un petit peu en avant rapidement le gars de Mustang qui a été assigné à Brix, qui appelle un de ses collègues qui est assigné ailleurs, qui raconte un petit peu ce qui se passe avec tout le monde. Enfin, tout le monde, ils sont plus que 4. À Hawkeye, on n'appuie pas trop. Hawkeye, on appuie un petit peu rapidement le troisième qui est sur le front au sud, ça me semble, où c'est compliqué, quoi. Il risque bien sa vie, quoi, histoire d'appuyer que ce gang il existe toujours et donc il risque d'avoir une petite importance dans le futur à un certain degré. Bon, c'est cool de rappeler ça. On passe un peu de temps sur Kimblee qui déambule dans les mines souterraines où personne ne le recherche. Apparemment, Miles, il est retourné à Brix. Il se dit, oh, on ne les trouve pas, on est un peu fouillé, et puis on n'est pas allé chercher plus loin. Les corps ont disparu. Ils ont réussi à pas se faire repérer les deux chimères, semble-t-il, je sais pas comment, mais bon. Bref, il y a Kimblee qui visite un petit peu la mine à la recherche de Scar et compagnie, somme toute, et il n'y arrive pas, voilà, il ne trouve pas, et c'est là que lorsqu'il prend un détour, il tombe dans le long tunnel que Slott a creusé, dans lequel donc peut se déplacer librement Pride. Donc Pride vient lui parler, hein, donc sous sa forme très super ombre, avec des yeux, des dents qui ressortent, tout ça, hein, toujours aussi glauque, qui lui dit « Ok, c'est bien beau tout ça, mais la priorité, il faut qu'on fasse un bain de sang à Brix. » Et donc, on a besoin que tu lances le truc, semble-t-il. Et ouais, le truc en question, c'est commencer une grande bataille. C'est là, c'est le cliffhanger de fin, avec Brix qui est un petit peu donc positionné, tout ça. Donc, de nouveaux dirigeants, des hommes un petit peu en lien avec le central, et qui sont là. Et l'armée de Dragma, voilà, Dragma, qui me semble est le pays au nord. On avait appuyé très rapidement à 2-3 reprises, très vite, qu'il y a toujours eu un peu de conflit entre la nation centrale et cette nation-là. Donc c'est un peu logique qu'ils veuillent attaquer. Et ouais, quoi, hors champ, il a eu le temps d'aller voir le dirigeant et de l'amener ici. Il s'est passé combien de temps l'ellipse, c'est pas super clair, quoi. Mais bon, une bonne ellipse, je pense, logiquement, vu ce que ça représente, ce travail-là. Et donc voilà, ils viennent avec une grosse armée pour attaquer le fort de Brix, cette espèce de mur imprenable. Et c'est la garde de nuit contre les contre les sauvages dans la saison 3. C'est ça, quoi, de Game of Thrones. C'est assez marrant de voir qu'on appuie davantage ça. Hein. C'est pas... C'est pas du tout pour critiquer une série ou l'autre, hein, juste pour dire les points communs sont assez dingues à voir lorsqu'on s'appuie un petit peu sur ce fort-là. Donc oui, ça c'est le gros cliffhanger sur lequel on se centrera, je n'en doute pas, dans l'épisode suivant et très certainement même les suivants. J'ose espérer un conflit de cette importance-là qui représente à ce point l'achèvement du grand cercle de transmutation pour créer l'être parfait une fois de plus. Ce serait dommage que ce soit juste rapidement comme ça. J'espère que ça prendra le temps de s'instaurer sur plus qu'un épisode. Ça c'est bon, tandis qu'il y a notre petit cliffhanger après le générique où il y a une des deux chimères qui accompagnait le groupe de Winry, Scar et compagnie qui semble s'être dérobé du groupe rapidement pour appeler Envy, c'est-à-dire le bureau de Bradley, mais Envy, et leur dire qui sait où se trouve Marco. Et je pense que c'est un leurre. Je pense que celui-ci, cette chimère, est totalement du bon côté. Il veut pas faire en sorte que le pays entier soit désintégré, donc on fait croire que peut-être il est trahi, mais en fait non. Ou alors, ouais, c'est un traître, et ben tant pis. C'est pas grave, hein, je vais pas me sentir totalement trahi par un personnage qui a pas été plus développé que ça, mais bon. Ça c'est fait, ça c'est fait. Est-ce donc la partie la plus intéressante? Attends, j'ai failli oublier, on appuie très rapidement que Slott a fini de creuser.
Voilà, il a enfin fait le tour complet, le cercle est enfin terminé, ça c'est fait. Voilà, toutes les parties un petit peu secondaires, entre guillemets, tous les trucs qui remplissent l'épisode et qui sont moins intéressantes que le plus important, c'est fait. Le plus important, c'est donc un gros tiers d'épisode, presque une moitié d'épisode, autour de Wenheim et son passage à Lior. Ce qui semble indiquer que il a pris le même train qu'Izumi, en direction de Lior. Et pour sa part, je comprends pourquoi il est là, je comprends pas pourquoi Izumi est là-bas. J'ose espérer qu'on l'appuiera, je sais pas, je dis ça parce que dans l'épisode précédent, on le voit rapidement, mais alors qu'on parle par-dessus, dire au revoir à Izumi et compagnie, histoire de merci, au revoir. Et ça donne presque l'impression que maintenant qu'Izumi est un petit peu guéri, peut-être que son arc est terminé et qu'elle aura plus vraiment de rôle important. Surtout qu'on a appuyé aussi au moment où Père a fait l'inventaire des personnes qui ont essayé le sort interdit et qui en ont survécu, et ben il a dit qu'elle avait plus trop d'importance, Izumi, à un certain degré. Donc, c'est pas impossible que c'était juste histoire de lui faire une petite conclusion, une petite fin rapide en disant sa vie pourra continuer sans cette maladie-là. Ça donne un peu cette impression-là, et j'ose espérer que je me trompe là-dessus, parce que ça confirmerait de façon très claire que cette rencontre était juste un pur hasard, histoire de compléter vaguement ce personnage, et qu'il n'y a plus rien à faire autour d'elle, alors que je trouve qu'elle n'a pas été superbement exploitée à quelques reprises. Donc j'espère que je me trompe de tout cœur là-dedans, hein, sachant qu'il reste pas mal d'épisodes quand même. Donc oui, maintenant que cette parenthèse est faite, on passe donc du temps sur Lior et un peu sur Rose notamment, et qui après le massacre qui a eu lieu, les émeutes, toutes les morts qui ont eu lieu, c'est en reconstruction. C'est-à-dire que le massacre n'a pas suffi à tout détruire, et alors que tout est en reconstruction, elle est vraiment en aide envers tout le monde, quoi. Elle prépare la soupe populaire où tous les gens viennent la voir pour se rassasier, pour pouvoir continuer leur vie dans cette situation très difficile. C'est très joli d'appuyer ce personnage et sa nature aidante, un peu pieuse à cet égard-là, quoi. Et même si on montre un tout petit peu après coup que sa foi en ce qui n'est pas scientifique, c'est grandement atténué dans une interaction qu'on verra plus tard. C'est cool de montrer un peu l'évolution du personnage après ce qu'on a vu rapidement d'elle dans l'épisode 3. C'est cool de le montrer, c'est cool de montrer un petit peu la suite de ça, l'après-coup de ce massacre qui a eu lieu. J'apprécie beaucoup, d'autant plus que c'est pas pour rien qu'Owenheim est là, puisque bon, il va rencontrer Rose, elle va le faire manger sa soupe populaire. Je sais pas pourquoi, le mec il avait pas prévu d'apporter à bouffer, c'est censé être un alchimiste reconnu, quoi, il devrait pas avoir trop de problèmes pour ça, mais bon, il lui demande où se trouvent les catacombes de l'église qu'il y avait avant. Seulement voilà, maintenant c'est plus grand chose, quoi, c'est un petit peu chaotique le coin. Il y a une espèce de d'étendue d'eau empoisonnée qui empêche d'aller très loin, mais grâce à son alchimie c'est pas trop grave, hein, il peut se créer rapidement un pont et marcher sur l'eau entre guillemets comme Jésus pour découvrir un petit peu la voie vers ce grand tunnel qui se met en place et très vite tomber sur Pride. Pride qui l'attaque, il essaie de se défendre un petit peu, mais ouais, il est tout puissant dans ce grand tunnel, mais il arrive à sortir de justesse de cette voie-là à travers un petit trou quoi, qui a été fait, et il voit que c'est la limite à ne pas franchir pour Pride. Ce grand cercle qui aidera à la transmutation finale est la limite de ce qu'il peut atteindre. Ce qui veut dire qu'il s'en sort bien, et c'est un rappel assez clair à la limitation qu'avait le premier homonculus, en tout cas homonculus de base, qui s'est généré en paire, qui a généré Pride comme tout premier homonculus à son service. Et donc il a un petit peu cet orgueil-là d'être le premier, même s'il ne l'est pas vraiment. En disant que moi, je n'ai pas ces sentiments qui ralentissent Père, contrairement à d'autres, alors qu'en fait, si, il a certains sentiments, hein, cet orgueil, évidemment. On fait un petit peu le topo sur les 7 péchés capitaux, c'est cool de le faire maintenant, histoire de ne pas perdre les gens qui ne connaissent pas le principe des 7 péchés capitaux, quoi. C'est plutôt pas mal de l'appuyer un petit peu, et ouais, c'est une déclaration de guerre, alors que
Évidemment, il voit un petit peu de haut pride en se rappelant son passé avec Homunculus. Il lance un petit peu cette déclaration de guerre en disant bien attends-toi à ce que je vienne pour toi, like a boss. Voilà, il pète la classe Owenheim, mais et je suis un peu déçu que ce soit pas tant que ça le héros central en fait. Je sais pas, Ed et Al sont très sympathiques en termes de héros. Et dans l'absolu, je comprends totalement l'approche de faire de ces deux-là les héros centraux. Ce sont les jeunes un peu plus naïfs qui ont besoin d'apprendre la dureté de cette configuration-là. Des choix importants à faire, des choix difficiles et l'expérience qui a forgé ceux qu'ils rencontrent. Que ce soit des plus naïfs, plus jeunes, qui ont juste entre guillemets, très juste entre gros guillemets, cette expérience tragique d'avoir voulu ressusciter leur mère, c'est intéressant, c'est intéressant dans l'idée. Mais à côté, ça amène des personnages secondaires qui sont psychologiquement plus intéressants, je trouve, à suivre qu'eux. Je trouve Roy Mustang plus intéressant à suivre psychologiquement qu'eux. Et je trouve Owenheim, maintenant qu'on le développe un petit peu maintenant, plus intéressant que dans l'absolu, psychologiquement. Et c'est pas pour dire une seule seconde qu'ADL ne sont pas de bons protagonistes, c'est loin d'être le cas, ils sont très bons en tant que protagonistes, mais c'est juste dommage qu'on voit si peu un personnage aussi prometteur. Mais c'est pas impossible que maintenant qu'on commence vraiment à le mettre en avant plus régulièrement, il soit à un point beaucoup plus notable, beaucoup plus présent à partir de maintenant. Et ce sera cool à voir, ce sera cool à voir. Cela étant, c'était un bon épisode. Comme je dis, quelques petites grossièretés ici et là dans la façon d'amener 2-3 trucs, dans la partie qui n'est pas sur Owenheim, je trouve. Mais au-delà de ça, c'était bien fait et ça vaut le coup, c'est une série que je suis bien content de continuer à découvrir et je suis bien pris dedans. La suite devrait donc être sur l'attaque du fort de Brix et donc le fameux massacre tant attendu. Donc, je suis impatient de voir ça, ça promet de la très bonne action, comme dans Game of Thrones à ce moment-là, quand ça arrive aussi, et je suis assez impatient. À bientôt pour l'épisode 43, voire plus, je l'espère plus, bye.